Le coffre volant. Il était une fois un marchand qui était si riche qu'il pouvait paver toute la rue et presque une ruelle de plus avec des pièces d'argent. Mais il ne le faisait pas, il savait employer son argent autrement. S'il dépensait un skilling, il recevait bientôt un daler. Voilà quelle sorte de marchand il était. Et puis, il mourut. Son fils eut alors tout cet argent et vécut joyeusement. Il allait au bal masqué chaque nuit, se montait des cerfs-volants avec des rixdales en papier et faisait des ricochets dans la mer avec des pièces d'or au lieu de pierres plates, en sorte que l'argent filait. Il ne lui resta plus finalement que 4 skillings et il n'avait pas d'autre vêtement qu'une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Ses amis ne se soucièrent plus de lui, puisqu'ils ne pouvaient plus se promener avec lui dans la rue. Mais l'un d'entre eux, qui était bon, lui envoya un vieux coffre et dit « Fais tes paquets ». C'était très bien, mais il n'avait rien à mettre dans le coffre. C'est pourquoi il s'y mit lui-même. C'était un drôle de coffre. Aussitôt qu'on appuyait sur la serrure, il pouvait voler. C'est ce qu'il fit. Pouf! Il s'enfuit avec lui par la cheminée bien haut au-dessus des nuages, et loin, très loin. Le fond craque, et le voilà très effrayé. Il craint qu'il ne se brise en morceaux, car il ferait une fameuse culbute. Oh Dieu, aie pitié de nous! Et il arriva ainsi au pays des Turcs. Il cache le coffre dans la forêt, sous des feuilles sèches, et va dans la ville, ce qu'il pouvait bien se permettre, car chez les Turcs, tout le monde sort comme lui, en pantoufles et robes de chambre. Et il rencontra une nourrice avec un bébé. « Écoute, nourrice turque, dit-il, qu'est-ce que c'est que ce grand château tout près de la ville, dont les fenêtres sont si hautes ?»« C'est là qu'habite la fille du roi, dit-elle. On lui a prédit qu'elle serait très malheureuse à cause d'un fiancé. Aussi personne ne doit venir chez elle sans que le roi et la reine soient là. »« Merci, dit le fils du marchand, et il s'en alla dans la forêt, se mit dans le coffre, vola sur le toit et se glissa par la fenêtre chez la princesse. Elle était couchée sur le canapé et dormait. Elle était si charmante que le fils du marchand ne put se retenir de lui donner un baiser. Elle se réveilla et eut grand peur, mais il dit qu'il était le dieu des Turcs, qu'il était venu la trouver par la voie des airs. Et elle fut satisfaite. Et ils s'assirent à côté l'un de l'autre, et il lui conta des histoires sur ses yeux. Ils étaient des lacs sombres, délicieux, sur lesquels les pensées nageaient comme des ondines, et il lui parla de son front, qui était une montagne de neige contenant des salles et des images superbes. Et il lui parla de la cigogne qui apporte les gentils bébés. Ah oui, c'étaient de jolies histoires. Et le jeune homme demanda sa main à la princesse, qui dit oui tout de suite. « Mais il faut que vous veniez ici samedi, dit-elle. Le roi et la reine seront chez moi pour prendre le thé. Ils seront très fiers de me voir épouser le dieu des Turcs. Mais ayez soin d'avoir un conte tout à fait bien, car mes parents les aiment extrêmement. Ma mère les veut moraux et distingués, et mon père gai, en sorte qu'il y ait de quoi rire. »« Bien, je n'apporterai pas d'autre cadeau de noces qu'un conte, dit-il. » Et ils se séparèrent. Mais la princesse lui donna un sabre qui était garni de pièces d'or, et c'était surtout cela qui pouvait lui servir. Il s'envola et alla s'acheter une robe de chambre neuve. Puis il s'assit dans la forêt et composa un conte qui devait être achevé pour le samedi, et ce n'était pas si facile que ça. Et le conte fut achevé, et on était le samedi. Le roi, la reine et toute la cour prenaient le thé chez la princesse et attendaient. Il fut reçu très aimablement. « Eh bien, voulez-vous nous dire un conte, dit la reine, un conte qui soit profond et instructif. »« Mais où il y ait tout de même de quoi rire, dit le roi. »« Oui, je peux, dit-il, et il conta. Écoutons-le bien. Il était une fois un paquet d'allumettes. Elles étaient très fières à cause de leur haute origine. Leur arbre généalogique, c'est-à-dire le grand pin dont chacune était une bûchette, avait été un grand vieil arbre de la forêt. Les allumettes étaient maintenant sur la tablette, entre une lampe et une vieille marmite de fer, et elles leur racontaient leur jeunesse. « Oui, nous étions alors sur une branche verte, disait-elle, et c'était vraiment la prospérité.
Matin et soir, thé pur comme le diamant, c'était la rosée toute la journée, le soleil, quand le soleil brillait, et tous les petits oiseaux devaient nous conter des histoires. Nous pouvions observer combien nous étions riches, car les arbres à feuillage n'étaient habillés qu'en été, tandis que notre famille avait les moyens d'être en vert, l'hiver comme l'été. Mais les abatteurs d'arbres sont venus, et ce fut la grande révolution. Notre famille fut dispersée. Son chef, le tronc, a trouvé place comme grand mât sur un magnifique vaisseau qui pouvait faire le tour du monde s'il voulait. Les autres branches sont allées ailleurs, et nous avons la charge d'allumer la lumière pour les gens de bas étage. Voilà comment nous, les gens de qualité, sommes venus ici dans la cuisine. « Mon sort est bien différent, » dit la marmite de fer qui était à côté des allumettes. « Depuis que je suis venu au monde, on m'a récuré et fait bouillir bien des fois. Je me charge du substantiel et suis à proprement parler le premier ici dans la maison. Ma seule joie est après le repas de reposer propre et net sur la tablette et d'avoir une conversation sensée avec les camarades. Mais si j'accepte le seau d'eau qui de temps en temps descend dans la cour, nous vivons toujours entre quatre murs. Le seul qui nous apporte les nouvelles est le panier du marché, mais son bavardage sur le gouvernement et le peuple est bien incohérent. Il y avait même autrefois un vieux pot qui en fut tellement effrayé qu'il est tombé et s'est cassé. Le panier a des idées hardies, vous savez. Bon, maintenant tu parles trop, dit le briquet, et l'acier frottant la pierre à fusil donna des étincelles. N'allons-nous pas avoir une soirée amusante? Ah oui, examinons qui sont les gens du plus haut rang, dirent les allumettes. Non, je n'aime pas parler de moi, dit le pot de terre. Que ce soit une soirée de causerie. Je vais commencer, je raconterai les faits arrivés à tout le monde. On peut si parfaitement les pénétrer, et c'est si agréable. Au bord de la Baltique, sous les hêtres danois, c'est un joli commencement, dirent toutes les assiettes. Voilà sûrement une histoire qui me plaira. Oui, j'y ai passé mon enfance dans une famille paisible. Les meubles étaient cirés, les parquets lavés, on changeait les rideaux tous les 15 jours. Comme vous racontez d'une manière intéressante, dit le balai, on entend tout de suite que c'est une femme qui raconte. Il y a comme de la propreté dans le récit. Oui, on sent cela, dit le seau d'eau, et de joie, il fit une petite gambade, et l'on entendit un flac sur les carreaux. Et le pot de terre continua, et la fin fut aussi bonne que le commencement. Toutes les assiettes s'entrechoquaient de joie, et le balai prit du persil dans la sablière et en couronna le pot de terre, car il savait que cela vexerait les autres, et il se disait, si je le couronne aujourd'hui, il me couronnera demain. Maintenant je peux danser, dit la pincette. Et elle dansa. Bon Dieu, comme elle savait vous lancer une jambe en l'air. La vieille garniture de chaise dans le coin fut déchirée rien qu'à la regarder. Est-ce que je serai couronnée, dit la pincette. Et elle le fut. C'était vulgaire, pensaient les allumettes. La fontaine à thé devait alors chanter, mais elle était refroidie, dit-elle, et elle ne pouvait chanter que lorsqu'elle était prête à bouillir. Mais c'était pure gloriole, elle ne voulait chanter que lorsqu'elle était sur la table chez les maîtres. Près de la fenêtre était une vieille plume dont se servait la bonne pour écrire. Elle n'avait rien de remarquable, sinon qu'elle avait été plongée trop au fond de l'encrier, mais elle en était très fière. Si la fontaine à thé ne veut pas chanter, dit-elle, elle peut se taire. Il y a dehors dans une cage un rossignol, il sait chanter. Il est vrai qu'il n'a rien appris, mais nous ne dirons rien de mal ce soir à ce propos. Je trouve fort inconvenant, dit la bouilloire à thé, qui était la chanteuse de la cuisine et demi-sœur de la fontaine à thé, qu'on aille écouter un pareil oiseau étranger. Est-ce patriotique? J'en fais juge le panier du marché. Je suis vexé, dit le panier du marché. Je suis fâché profondément, comme personne ne peut s'en faire une idée. Est-ce là une façon convenable de passer la soirée? Ne vaudrait-il pas mieux remettre la maison en ordre? Chacun serait à sa place et je dirigerais le mouvement. Ce serait une autre affaire. Oui, faisons du tapage, dirent-ils tous. À ce moment, la porte s'ouvrit. C'était la bonne, et ils se tinrent tous cois. Personne ne broncha. Mais il n'y avait pas un seul petit pot qui ne sût ce qu'il pouvait faire et quel haut personnage il était. Oui, si je l'avais voulu, se disait-il, on aurait passé une agréable soirée. La bonne prit les allumettes et en fit du feu. Bon Dieu, comme elle crépitait et flambait. Tout le monde voit maintenant, songeait-elle, que nous sommes les premières. Quel éclat, quelle lumière! Puis elles s'éteignirent.
C'est un charmant conte, dit la reine. Je me suis sentie tout à fait dans la cuisine avec les allumettes. Oui, tu auras notre fille. Certes, dit le roi, tu auras notre fille lundi. Le roi et la reine le tutoyaient déjà comme membre de la famille. Le jour du mariage était fixé, et la veille au soir, toute la ville fut illuminée. Pain mollet et craquelin étaient jetés à la gribouillette. Les gamins des rues marchaient sur la pointe des pieds, criaient « Hurrah !» et sifflaient dans leurs doigts. C'était magnifique. Allons, il faut que je fasse aussi quelque chose, se dit le fils du marchand. Et il acheta des fusées, des pois fulminants et tous les feux d'artifice imaginables, les mit dans son coffre et s'envola au-dessus de la ville avec cela. Pfff, quelle gerbe et quel crépitement! Tous les Turcs sautaient en l'air, leurs pantoufles en volaient par-dessus leur tête. Jamais ils n'avaient vu de tels météores. Ils comprenaient que c'était bien le dieu des Turcs lui-même qui allait épouser la princesse. Dès que le fils du marchand fut redescendu dans la forêt avec son coffre, il se dit « Je vais aller en ville pour savoir quel a été l'effet produit. » Ah, c'est assez naturel qu'il voulut s'en rendre compte. Non, ce que les gens racontaient. Chacun de ceux qui l'interrogeaient avait vu le feu d'artifice à sa façon, mais tous étaient enchantés. « J'ai vu le dieu des Turcs lui-même, disait l'un. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et il avait une barbe comme l'écume des vagues. Il volait dans un manteau de feu, disait un autre. De petits anges montraient leur tête dans les plis. » C'était très bien tout ce qu'il entendit, et la noce était pour le lendemain. Il rentra dans la forêt pour se mettre dans le coffre. Mais où était-il? Le coffre était brûlé, une étincelle du feu d'artifice était restée, qui avait allumé l'incendie, et le coffre était en cendres. Il ne pouvait plus voler, il ne pouvait plus rejoindre sa fiancée. La pauvre princesse resta toute la journée à l'attendre sur le toit. Elle l'attend encore. Il lui court le monde et dit des contes, mais ils ne sont plus aussi amusants que celui qu'il avait raconté sur les allumettes.